Bienvenue à un autre épisode du podcast AGB. Je me présente, Alexandre. Simon Bernard, et aujourd'hui on reçoit Francis Lapointe qui est coach en psychologie sportive. Merci les gars, merci de m'avoir invité. Bienvenue. Directement de Trois-Rivières. Ouais, je suis arrivé tantôt, le deuxième podcast de la journée. Ouais, c'est ça. T'en tournais un tantôt, c'est ça? Ouais, exact. Je recevais sur mon podcast tantôt. Là. Ouais, On change les rôles. Les Ouais, rôles c'est ça, sont c'est ça. inversés. Ouais. Là, t'as moins de pensée à avoir, là, tu fais juste répondre aux questions. Ouais, ben plus à parler par exemple. Ouais, c'est ça. Quand c'est l'inverse, quand t'as l'invité, oui, effectivement, il faut que tu penses à tes questions qui s'en viennent, mais tu parles moins. Ouais, c'est ça. c'est un trade. Puis on en profite, là, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais Steve, il nous... toi, Francis, t'es pas assez un habitué de la place. Non, mais T'es pas encore dans la gang. C'est la première fois. On va-tu, là, Steve, qui nous a offert des belles tasses Café Chaga. Yeah. Fait que ça va être notre plug du café pour le podcast aujourd'hui. Ben oui. Puis, aujourd'hui, dans le fond, c'est le deuxième épisode de notre série spéciale Exilé. Comme Francis est un gars d'ici qui s'est exilé à l'extérieur, mais qui a un parcours intéressant. C'est pour ça qu'on l'a invité aujourd'hui pour nous parler de qu'est-ce qu'il fait, dans le fond. Fait que, pourquoi tu commences pas en nous parlant un peu de c'est quoi ton parcours puis qu'est-ce qui t'a amené à avoir un intérêt pour la psychologie sportive? Oui, j'ai commencé par le bac en psycho, ici à l'UQAC. Vraiment dans l'optique de faire le doc en clinique. Dès le départ, c'était ça. Je voulais devenir psychologue, je voulais aider d'une façon les gens. Le doc en psycho étant ce qu'il en est, c'était assez difficile de rentrer là, au doc clinique. Doc recherche, c'est un peu plus accessible. Fait qu'après, après avoir fait une 4e année, repris des cours, là, je me suis dit, bon, je vais rentrer en recherche, ça va me faire une porte d'entrée, puis après, je ferai ma demande en clinique peut-être l'année d'après, puis en même temps, je vais aller me chercher une expérience de recherche qui est importante aussi dans les demandes pour le doctorat. Ouais. Sauf que ma recherche, je me suis affilié avec une directrice qui, elle, travaillait en psychosportive et moi, j'avais plus ou moins de connaissances. Là. J'avais fait le cours obligatoire au bac en psycho à l'UQAC. Puis, je me suis lancé dans le projet de faire ma thèse sur la régulation émotionnelle en relation avec la performance. Donc, comment que de réguler ses émotions, gérer ses émotions, faire en sorte que tes émotions soient dans la zone optimale peut aider ou favoriser une bonne performance. Puis en fait, je me suis rendu compte que j'aimais ça. J'aimais plus la recherche que ce que je pensais, parce que j'avais fait de la recherche un peu au bac, puis au bac, ça m'avait vraiment pas allumé, ça m'avait pas intéressé. Sauf que là, j'avais un sujet qui m'intéressait, puis fait que ça a changé un peu la vision. Puis, donc voilà, je me suis lancé là-dedans. Puis, c'est ça, dans le cadre de ma thèse, non seulement je fais de la recherche, mais je fais des interventions. Donc, ça me permettait d'aller chercher le côté clinique d'une certaine façon. Ouais. Donc, je travaillais avec des athlètes. Fait que, rapidement, ma recherche portait sur lien, émotion et performance. Donc, j'avais des joueurs de tennis. Je leur demandais de me dire, toi, dans tes meilleures performances, comment tu te sens? C'est quoi les émotions qui ressortent? Fait qu'avec une liste, fait que par exemple, OK, moi, j'ai besoin d'être stressé, mais pas trop, donc à 3 sur 10. J'ai besoin de telle émotion à 5 sur 10. Fait que là, on a comme un profil émotionnel qui s'établit. Puis, à partir de là, je faisais des mesures avant des compétitions. Là, je regardais, mettons, là, t'es à 2, tu me dis que t'avais besoin d'être à 5. Ouais. Fait que là, à partir de là, je remettais un rapport. Puis là, on mettait en place des interventions qui étaient vraiment adaptées à l'individu. Certains, c'était de la visualisation, d'autres, c'était du discours interne. Fait que ce que tu dis dans ta tête, tes pensées, puis ce que tu dis à toi-même. Puis, donc voilà, ces interventions-là m'ont mis en contact vraiment avec l'intervention en psychosportive, puis vraiment le coaching avec les athlètes. Puis ça m'allumait, j'avais le goût d'aller chercher plus loin. Fait que, donc, d'où le départ de mon entreprise, si on peut dire, là, en fait, à titre de travailleur autonome, coaching en psychologie sportive. Fait que là, je démarrais ça. Ça va faire bientôt 2 ans, si je me trompe pas. OK. Ouais. OK.
Donc voilà Ok, le cool. parcours. Ouais. OK. Puis c'était-tu juste avec des joueurs de tennis que tu as fait ton Ouais. sujet de... Ouais, ben, c'était vraiment un petit échantillon, c'est un petit type de recherche que tu peux pas nécessairement généraliser en fait à une grande population, mais tu as 4 athlètes. Là. J'avais 4 athlètes. OK. Puis Puis l'âge des athlètes, c'était quoi à peu près? ça? c'était des ados entre 13 et 17 ans. OK. Ouais. OK. Ouais. Qui n'avaient pas vraiment de connaissances en psychosportive, mais certains appliquaient des choses un peu indirectement sans le savoir. Là. OK. Fait que, ouais. OK. Ça, c'était comme des athlètes sport-études ou bien... Exact. Ouais, OK. sport-études, ouais. OK. Cool. Puis ça s'est fait à Trois-Rivières, justement. Ouais. C'est quoi le déclic qui t'a fait partir de la région pour aller à Trois-Rivières? C'est-tu... En fait, j'ai suivi mon ex à Trois-Rivières OK. là, une couple d'années. Elle s'en allait faire génie industriel qui OK. se tenait là-bas. Puis j'ai commencé mon doc là, fait qu'une fois rentré dans le doc, ben Ouais, c'est ça. plus complexe de transférer. Là. Ouais, c'est ça. Puis les docs en psycho, c'est Trois-Rivières. Puis... Ah, c'est pas mal partout. Ah ouais, partout? Ouais. OK. Ouais. T'as Laval, il n'y a pas grande université qui donne pas psycho. Là. Fait que Ouais. rendu là en Mais je pensais que le doc, c'était... Ah non, c'est beau. Je me trompe peut-être de Il y a certains docs qui sont domaine, là. spécifiques là, à certaines universités. Là. On peut penser à Kiro qui se donne à l'UQTR Ouais, seulement. mais c'était pas psycho-éducation que c'était... Ah, ben là, Psychoed psychoéducation, aussi, ouais. ça, c'est, mettons, juste à Laval, je pense, En ou tout à cas, Laval et à Montréal. Il l'a à Trois-Rivières aussi. Là, Mais Anyway, c'est ça, il l'a c'est pas peut-être pas partout. ça non plus. Là. Ouais. Ça change rien. t'as peut-être juste mêlé. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, OK, fait que t'as fait tout ton doc là-bas. Ouais, tout mon bac ici. Ouais. OK. Ouais. OK. Puis... Pendant qu'on est dans l'idée de la psychologie sportive et tout ça, si, mettons, on faisait un tour d'horizon un peu pour expliquer aux Ouais. gens, en gros, à quoi ça consiste. Là, tu nous as parlé de zone de performance, on a parlé du discours intérieur, on a parlé de visualisation. Tu sais, si, mettons, dans ta pratique, c'est quoi les grandes sphères que tu vas aborder ou on va dire les grands champs dans lesquels se trouvent les méthodes que tu vas suggérer à tes clients pour... En fait, c'est moi de la façon que j'explique ça, c'est on veut optimiser la performance en travaillant l'aspect mental du sport. Là, je parle du sport, mais en fait, j'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça parce que c'est travailler l'aspect mental, puis ça, on peut l'appliquer à peu près à tous les domaines de performance. Quand on pense à des musiciens qui doivent performer devant un grand public, des acteurs, des entrepreneurs, des conférenciers. Là, on parle à tout ce qui implique de gérer un stress gérer un versus une performance. gérer de Parce la que tu offres tes pression. services à tous ces gens-là aussi, là, pas Oui, uniquement oui, oui. aux Effectivement. athlètes. là. Ben, c'est dur d'aller chercher ces gens-là. C'est pas encore C'est de pas quoi un- qui est connu que ça peut avoir un Ouais. effet, en fait. Là. Mais c'est vraiment un domaine d'étude, la psychologie de performance. Fait que, Ouais. c'est parti de la psychologie sportive, mais maintenant, on dit plus psychologie de performance parce que ça l'englobe. C'est ça, tu peux l'appliquer n'importe où, là, Ouais. finalement. Exact. C'est un peu ça, c'est que là, de plus en plus, on voit que la psychologie sportive puis psychologie de performance, c'est vraiment utile pour les sports, les disciplines. Mais c'est autant important pour les artistes, comme tu dis, les conférenciers, les entrepreneurs, même du monde qui ont un job Ouais. normal puis qui veulent juste être plus performants au travail. Aussi, Écoute, ouais. On le voit avec Travail, ouais. l'émergence beaucoup du développement personnel aussi. Là, Ouais. Avec de plus en plus, c'est comment performer. C'est un peu plate parce que c'est rendu de la performance partout, mais c'est un peu comment performer dans sa vie ou réussir à créer la vie qu'on veut, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de Mais tu sais, nos gestions. comme tout la ça, mais c'est- performance aussi, c'est un peu plus, oui, performer dans toute la vie, les sphères de ta vie, mais tu sais, performer, ça veut pas nécessairement dire de tout le temps être all-in puis essayer de battre tes objectifs. Des fois, performer, ça veut juste être dire comme être bien où ce que t'es puis sans trop forcer les Non, choses. c'est là. Tu sais, ça, si tu faut pas trouves le être sweet dans- spot dans C'est ça, faut pas être dans le perfectionnisme. Ouais. Là, trop Perfo, intense anxiété, aussi. genre, Non, aussi, c'est tu sais. ça. En fait, tu sais, ça me fait penser à une policière que j'ai reçue sur mon podcast, José Kerry, là, qui donne beaucoup de conférences dans le site, qui a été à Denis Lévesque tout de suite après être venue sur mon podcast, puis elle parle beaucoup de son expérience de policière, comment que elle a eu un trouble de stress post-traumatique, puis elle a vécu énormément de choses difficiles au fil de sa carrière. Puis, tu sais, elle était justement beaucoup dans la performance, mais comment que la psychologie sportive, ben, la psychologie de performance aurait pu l'aider, comment ça pourrait aider Ouais. un policier, justement, ben, c'est la même chose qu'avec un athlète. Elle, dans son cas, elle devait
affronter de la pression à chaque jour, faire face à des criminels ou whatever. Là. Fait que, donc, encore là, du coaching, psychologie de performance aurait pu justement l'aider en fournissant des petits trucs, en fournissant comment que... il y a beaucoup d'éducation aussi, là, comment ton... comment ton... j'ai perdu mon idée au fil. Ça va t'en revenir. Mais comment ton stress va affecter au niveau physiologique. Ça, c'est quelque chose de pas très connu, mais en fait, tu sais, elle, c'était ça, là, c'était comme elle freezait là, dans les moments importants. Là, fait que, tu sais, ça, c'est très universel, en fait. Là. Psychologie de performance, je pense que c'est comment on optimise nos vies, comment on essaie de gérer notre temps, mieux planifier. Il y a beaucoup d'habitudes de vie aussi à travers ça. Je pense que ça peut vous rejoindre aussi. Puis, c'est sûr. Puis vous autres, vous êtes en entraînement physique. Puis encore là, entraînement physique, tu peux avoir un bon mindset comme tu peux avoir un mindset... douteux. J'allais dire mais douteux, c'est bon. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est sûr. C'est comme tu parlais justement, les réactions physiologiques quand tu es stressé. La dernière formation que j'ai eue avec Christian Thibodeau donnait justement cette analogie-là. Ben, c'était comme plus un corps humain qui est en état de stress, il va avoir tendance à avoir tous les fléchisseurs qui se ramènent vers l'avant. Parce que le but, c'est que, à la base, comment est-ce qu'on est programmé, l'humain, c'est que si on fait face à un stress, le but, c'est de ramener tous les muscles un peu vers l'avant pour protéger tous les organes vitaux. Fait que, tout ce qui est plus important, c'est vers l'intérieur. Fait que c'est ça le réflexe qu'on a. Fait que lui, ce qu'il disait, c'est le stress affecte les performances parce que si tes fléchisseurs sont plus tendus, ben là, tu as moins de chances de générer de la force, moins de chances d'être performant, mobile dans ton sport. Fait que ça fait un peu un lien avec ce que tu disais, justement, que quelqu'un qui est stressé, ben là, elle va comme frozer, comme tu dis. Ça va comment ton corps à toi réagit en situation de stress. Parce que tu veux pas, t'as comme les trois, là. Tu peux fight, tu peux te battre, tu peux te sauver, mais tu peux aussi... Fight or flight, là. C'est ça, mais tu peux aussi figer ou faire le mort, tu sais. C'est ça. On a toute notre façon différente de réagir face au stress. C'est ça. Puis j'imagine que tu dois avoir des stratégies spécifiques à ces différents modes-là. Oui, ben j'ai parlé tantôt de visualisation, comment on peut l'utiliser. La visualisation, c'est vraiment dans beaucoup de sphères. Pour beaucoup de problèmes, en fait, on peut l'utiliser. On peut se visualiser, ressentir des émotions. Et si tu veux te sentir en confiance, c'est de quoi que tu peux visualiser. On peut aussi visualiser des nouveaux mouvements. Fait que dans le sport, tu essaies d'acquérir un nouveau mouvement ou tu essaies d'améliorer, on parlait de tennis tantôt, tu essaies d'améliorer ton service. Tu veux qu'il atterrisse exactement à un certain endroit. Tu peux le pratiquer, ça, en le visualisant dans ta tête. Ou même quand tu as une blessure, en fait, il y a des études là-dessus qui disent que de visualiser certains mouvements ou te visualiser performer va avoir le même effet que si tu continues de t'entraîner, en fait. Ah ouais? Fait que c'est, en fait, la petite partie du cerveau qui est utile pour faire un mouvement va être la même qui va s'entraîner, en fait, quand tu vas le voir dans ta tête. Fait que tu vas vraiment travailler la même partie du cerveau. Ah ouais? Ouais, bien ça, dans mon fameux livre, que je pense que ça va être le 3e, 4e podcast dont j'en parle. Joe Dispenza. C'est ça, vous êtes votre placebo. Il en parle de ça, comment même des pianistes ont amélioré leur capacité à faire certains exercices avec la visualisation uniquement, parce que les chemins neuronaux sont stimulés de la même façon que lorsqu'ils le font directement. Mais ça m'amène à une question. Tu parles de visualisation, tout ça. Dans le cadre de ton travail, parce qu'on a reçu Emma, Charles Lechasseur, qui est hypnothérapeute, puis qui parlait de l'utilisation un peu de ça dans le contexte de l'hypnose. Est-ce que dans ta façon de l'utiliser avec tes athlètes, il y a un état ou une façon particulière de le faire où les gens ils font juste s'asseoir puis ils visualisent dans leur tête un mouvement, ou y a-t-il un genre de rituel de méditation qui va amener à ça, ou un état dans lequel la personne doit être disposée? Pas nécessairement. Moi, je pense que j'aime mieux m'adapter à l'athlète. S'il veut le faire coucher, s'il veut le faire assis, s'il veut le faire dans un environnement bruyant versus calme,
je n'ai pas nécessairement de processus par rapport à ça. Mais par contre, il y a quand même un processus au niveau de c'est quoi tes compétences de visualisation, parce qu'on ne se lance pas là-dedans avec une visualisation très complexe dès le départ. Parce que c'est vraiment une compétence en fait à acquérir. Tu sais, au début, quand tu vas visualiser, tu vas voir des images, tu vas voir. Ça va être saccadé, ce sera pas une vidéo HD Continue. de 2 minutes. Là. Tu vas peut-être tomber dans l'une puis oublier que tu es en train de visualiser, puis là, tu as des pensées qui apparaissent, puis là, tu es hop, OK, là, j'étais plus là. Là, je me ramène. Fait que tu commences avec vraiment des trucs simples, comme des images très simples. Tu commences avec des images. Ensuite, tu essaies d'avancer un peu comme une vidéo. Tu le fais quelques secondes, t'avances. Mais tu commences pas à faire une grosse visualisation de je me vois en train de gagner une médaille aux Jeux Olympiques. Il y a comme des étapes là, à faire. Oui, exact. C'est un entraînement mental, en fait. Ouais. Là. Ouais. Tu connais-tu Jean-François Ménard, qui est comme préparateur sportif mental. En tout cas, il a été interviewé pas mal avec la gang de En Forme à RDS, puis il a écrit un livre. Puis lui, c'est quoi? c'est-tu Ménard, en tout cas? Anyway, lui, ce qu'il parlait, c'était par rapport... Ouais, je pourrais... En tout cas, le livre qu'il a écrit, c'est L'Olympien au bureau. Là, c'est comme tout frais dans ma tête parce que je viens juste de terminer la lecture, genre il me reste 5 pages. Mais performance au travail, genre? Ouais, ben lui, c'est comme, il fait un lien avec tout ce qui va, tout ce que les athlètes, tu sais, comme il a entraîné plein d'athlètes comme, tu sais, comme il a coaché plein d'athlètes par rapport à la préparation mentale, comme Laurent Duvernay-Tardif, Michael Kingsbury, tout c'est quand même des gros noms. Des gros noms, oui. Puis lui, ce qu'il disait par rapport à la visualisation, c'est que il aime pas dire juste visualiser, il aime comme inclure les autres sens parce qu'il dit que c'est autant important, tu sais, comme il dit, ça peut être juste de le toucher, c'est un sens, fait que juste prendre un bâton de hockey pour un joueur de hockey, un joueur de tennis, l'odeur aussi, fait qu'en tout cas, il faisait dire oui, c'est important de comme visualiser un peu les images, mais aussi tous les autres sens qui sont autant importants. Fait que tu as des types de visualisation aussi, visualisation kinesthésique ou je suis pas sûr du mot, là, mais où ça va être vraiment au niveau du mouvement. Ouais. Fait que, puis je me souviens plus exactement de tous les types, là, mais ça, encore là, ça, c'est ce que tu dis au niveau des sens. On peut y aller progressivement. Peut-être que la première fois, tu ne seras pas capable de sentir vraiment de façon précise sur hockey, mettons le bâton dans tes mains. Mais plus ça va aller, plus tu vas acquérir la compétence. Ouais. Puis, c'est important d'incorporer des sens puis d'avoir le plus de détails possible. Si tu sais où mettons, tu as une compétition, tu sais l'environnement, il a l'air de quoi, t'es mieux de commencer tout de suite à visualiser dans cet environnement-là que de le faire sur un fond noir. ou à ton lieu de pratique parce que c'est lui que tu connais le plus. Si tu sais que cette visualisation-là est spécifique pour cette compétition-là, commence à bien visualiser l'environnement. Puis ça m'amène à un autre point qui n'est pas en lien avec la visualisation, mais il y a une importance aussi pour les athlètes, pour les conférenciers aussi, de connaître le milieu dans lequel ils vont compétitionner ou pratiquer. Fait que si tu as une compétition dans un nouvel environnement, vas-y la veille, va voir ça a l'air de quoi. Parce que là, ce que ça fait, c'est que tu réduis l'imprévu, tu réduis le stress, tu sais à quoi t'attendre. Puis, si tu n'as jamais vu c'était où ta conférence ou ta compétition, ben là, tu peux visualiser justement à partir de là. Puis, je donnais l'exemple, moi aussi je me répète, là, je donnais l'exemple dans un autre de mes podcasts où je suis allé donner une conférence à l'UQAC. Puis, je suis allé voir le local la veille, ça avait l'air de quoi. Puis, j'ai pratiqué dans le local ma conférence. J'ai eu la chance de le faire. On n'a pas tout le temps la chance de pratiquer avant, mais... Puis le soir, j'ai repratiqué, mais en visualisation, vraiment dans ma tête. Encore là, comme je disais tantôt, visualiser les émotions. Fait que là, je me suis vu en confiance devant le public, avec le plus de détails possible. Puis, là, tu pouvais le faire dans l'environnement dans lequel tu allais le faire. Exact. Ouais. Puis je pense vraiment que ça m'a aidé. Parce que notre caméra, elle coupe aux 30 minutes, fait que je m'assure tout le temps. OK. Ah ouais. On peut poursuivre. Good. Mais non, c'est sûr que ça t'aide, justement. Moi, c'est quelque chose que je fais pas.
Personnellement, puis je devrais plus le faire. Toi, tu donnes des conférences des fois? Tu sais, les fois qu'on a donné des conférences, je suis pas le genre à comme arriver, le faire un peu comme tu fais la veille, ou je devrais peut-être plus le faire. Là. Écoute, Mais ça doit pas te stresser? C'est parce si on prend l'exemple des conférences, c'est parce que j'en fais pas assez. Tu sais, comme on en parlait justement juste avant le podcast avec Simon, je disais, on serait dû pouvoir faire une conférence bientôt. C'est pas comme si j'en ferais une à chaque mois puis que ça viendrait vraiment comme quelque chose qui est confortable pour moi. Fait que là, c'est sûr que ça me stresse pas. Puis jusqu'à 5 minutes avant, ça me stresse pas. Puis les 5 premières minutes, je parle un peu plus vite, puis blablabla. Puis après ça... Tu t'ajustes. Ouais. Mais ça, c'est une autre affaire que j'avais vue, c'est qu'il y a du monde qui... je sais pas, peut-être que je me trompe. C'est qui disait ça? Je me rappelle plus c'est qui, mais c'était un autre psychologue sportif ou un préparateur mental vraiment connu qui disait il y a 2 types de personnes. Il y a du monde que... C'est pas Sylvain Guimond, mais... Ouais, en tout cas, un genre de gars de même. Puis il disait, il y a du monde que arriver préparé, ça les met dans une zone. Puis eux autres, il faut vraiment qu'ils visualisent avant, puis ils arrivent prêts. Puis là, ils vont se sentir en confiance. Tandis qu'il y a d'autres types de personnes que... Eux autres, c'est plus du monde qui suivent le flow un peu. Puis que trop se préparer, genre, c'est du monde qui sont capables de dealer avec ces genres d'émotions-là, comme sur le coup. Ouais. Je sais pas ça fait du sens que, premièrement, que ce soit Sylvain Guimond parce qu'il a fait des études avec les traits de personnalité. C'est peut-être lui. Des athlètes. J'ai écouté ça dans un podcast X que je me rappelle plus c'est qui, mais je pense que c'est lui. Mais... OK, mais ça ferait du sens vraiment. Là. Puis non, c'est ça, il a travaillé avec les différents types de personnalités. Puis ça m'amène à un autre point de s'adapter à l'athlète aussi. Moi, quand je travaille avec des athlètes, c'est une collaboration en fait. Là. Ouais. Lui, il va m'amener des informations, moi je vais y en amener, puis on va s'aider là-dedans. Mais tu as totalement raison, puis c'est probablement ce qui explique aussi que plusieurs athlètes n'utilisent pas de service en préparation mentale, puis sont persuadés qu'ils n'en ont pas besoin, puis je suis sûr qu'ils ont probablement raison, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment easy going, là. Il n'y a pas jamais de stress, jamais de pression, où ils arrivent là, puis justement, je parlais avec JF Caron, le strongman. Le plus fort au Canada, sur mon podcast. Ah, tu l'as eu, c'est ton podcast? Lui, il dit, moi j'arrive là, 2 secondes avant, là, je fais le switch. Là, je passe en mode compétition. Là. Ouais. Puis je le crois, il a l'air d'être capable d'avoir un mindset de même. Là, Qui se décolle, puis que... C'est ça, puis il stresse pas, lui. Il pense pas à ça avant, puis... Lui, son truc, c'était d'en faire. C'était, tu fais beaucoup de compé. Fais-en, puis m'amener l'expérience. L'expérience certainement un effet... Oui, ça m'amène c'est sûr, ça m'amène un peu dans le même sens que, c'est sûr, c'est à plus petite échelle, mais exemple, que moi, quand je rencontre un client, c'est sûr que j'ai une clientèle quand même assez régulière. Soit je vais les voir aux semaines, 2 semaines ou au mois. Ouais. Mais les personnes que je vois au mois et demi, là, je me prépare jamais mentalement avant. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui vont se préparer plus. Fait qu'exemple, qui savent qu'ils ont un client pendant 1h30 avec eux autres dans le bureau, là, ils vont tout relire les notes puis comme se préparer à recevoir le client pour être dans une zone puis tout. Mais moi, j'ai jamais fait ça. Je suis pas à l'aise à faire ça. J'aime mieux comme on commence la rencontre à 9h, alright, c'est quoi où est-ce qu'on est rendu, puis j'aime mieux dealer avec qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, le flow. La discussion avec la personne, c'est le même que je suis à l'aise. Puis avec ce que lui va t'amener. Ce que lui m'amène, tu sais, OK, c'est comment ça a été dans les 2 dernières semaines, comment ça va, nutrition, blablabla. Fait que. Je pense que c'est ça qui met les gens à l'aise aussi dans ton cas, dans ton approche, parce qu'ils ont l'impression que tu es vraiment présent à cause de ça. Au lieu d'arriver, mettons, en disant OK, on a fait ça, on est rendu là, tu sais, là, ton attention est vraiment toute à. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Où est-ce qu'on est rendu? C'est ça. Je trouve que ça augmente le côté... puis comme ça, c'est la personne qui va diriger un peu sur ce qu'elle a besoin. Si tu es trop préparé, peut-être que tu vas amener de quoi, puis elle va te suivre là-dedans, mais elle ne parlera pas peut-être d'un problème qu'elle a eu dans la dernière semaine. Ça peut-être être un peu moins ouvert à son input, finalement. Ouais, c'est ça. Mais j'imagine que c'est important de s'adapter puis d'y aller aussi en fonction de sa personnalité. Là, toi, c'est ça. Toi, c'est ça qui fonctionne. C'est ça. Un peu comme l'étude à l'école. Moi, j'ai jamais été capable de me préparer à un examen 3 semaines d'avance. J'ai bien beau essayer, là, ça marche pas. Moi, c'est sous pression. C'est ça, il y en a qui fonctionnent de même. Mais c'est surtout que moi, je suis pas... je suis auditif, je suis pas visuel, fait que c'est dans l'interaction puis dans la verbalisation que
que je consolide mes apprentissages puis tout ça. Fait que c'est pas C'est pas du par cœur. J'ai bien beau relire Ouais. et réciter, ça m'aide pas à apprendre dans ce temps-là. T'sais, mais fait que j'imagine que c'est un peu ça pour tout le monde. On a tout un mode de personnalité différent, puis des Totalement. modes d'apprentissage qui sont différents aussi, Ouais. puis ça doit se relater directement dans la performance. Ouais. Puis dans le cadre d'un travail comme nous on fait, là, parce que nous autres aussi vous travaillez avec des clients, c'est important d'être à l'écoute de ça, de la personne, c'est quoi qu'elle a besoin, puis c'est quoi qu'elle utilise déjà aussi. Là. Moi, dans le cas des athlètes, tu sais, des fois, ils vont déjà utiliser certaines techniques, ils vont déjà peut-être faire de la relaxation ou faire déjà de la visualisation. Tu sais, s'ils ne croient pas en une technique ou s'ils ne croient pas en un entraînement ou en un exercice spécifique, puis tu lui donnes son exercice, tu n'as pas été à l'écoute, ben ça n'aura pas d'effet. Puis il n'y a personne qui est gagnant de ça, là, dans le fond. Là. Fait que... Ça, je suis totalement d'accord parce que Ouais. que ce soit par rapport à l'entraînement, la nutrition, ou ben la préparation mentale, quoi que ce soit, ce qui est l'affaire la plus importante pour un athlète ou un individu, c'est pas la périodisation, ben l'ajustement des macronutriments, la supplémentation, c'est que la personne croit à ce qu'elle va faire. Elle va croire, admettons, aux techniques qu'elle va faire avant son sport ou bien avant sa discipline. Elle va croire que l'entraînement qu'elle fait en ce moment, ça marche puis que c'est efficace pour elle, même si côté planification d'entraînement puis périodisation, ça fait aucun Christy de sens. Si la personne croit que ça marche, c'est vraiment plus important que n'importe quelle autre variable. Fait, Puis aussi, tu vas builder sur des réussites. Ouais, c'est ça. Comme on disait tout le temps, le plan qui marche, c'est pas le meilleur plan, c'est le plan que la personne est capable de suivre. Ouais, c'est ça. Fait que, si tu commences par les techniques que la personne utilise déjà, puis tu réussis à amplifier leur effet, puis à les structurer, ben j'imagine qu'après, c'est plus facile d'amener les personnes. Ben, elle va aussi, j'imagine, apprendre des nouvelles habiletés qui vont peut-être se permettre après ça de mettre en pratique les techniques qu'elle n'aurait pas été capable de faire ou qu'elle aurait moins cru. Oui, c'est sûr. C'est ça, puis en préparation mentale, là, ça commence à être plus connu. Fait que les gens, tu sais, ils utilisent un peu des techniques, mais de façon, tu sais, la concentration, tu sais. Ouais, je suis concentré, je pratique ma concentration, tu sais, je me concentre avant une partie. T'sais. En tant que tel, tu sais, c'est une technique un peu de préparation mentale, tu sais, c'est cognitif, mais c'est un peu fait n'importe quoi ou utilisé n'importe comment. Là. Le terme est utilisé à toutes les sauces. Là. Puis comme la visualisation, je visualise. C'est pas juste de devoir penser à ta game d'asseoir. Ouais, c'est ça. Ouais, je me visualise, je pense à ma game. Là. J'essaie de me reposer dans le jour puis de voir comment je vais jouer à soir, mais c'est un peu plus complexe que ça. Il y a de l'éducation beaucoup à faire aussi. Là. Avec les athlètes puis avec les entraîneurs aussi, parce que les entraîneurs, ils n'ont pas toujours... en fait, en général, ils n'ont pas de formation en psychologie, fait que je pense que ça passe beaucoup par les entraîneurs, surtout dans les sports d'équipe, là, que des fois, c'est l'entraîneur qui scrape le mindset là, des athlètes. Moi, je l'ai vécu personnellement. Là. Écoute, quand je jouais au hockey plus jeune, Bantam, là, je me rappelle, j'avais des entraîneurs dans le temps que aucune compétence en psychologie sportive. C'est pas que la personne en tant que telle, c'est une mauvaise personne, c'est juste que, tu sais, le classique coach hockey, là, que si ça marche pas, il te gueule après, puis il te fait bencher, puis c'est la pire affaire pour scraper un jeune. Là. La communication, c'est tellement important dans les sports d'équipe, là, quand tu vas avoir plein de joueurs qui sont, dans le fond, sont en compétition contre les autres joueurs de l'équipe, d'une certaine façon. Là, chacun va avoir sa place. Tu sais, quand tu as un joueur qui est mis de côté ou qui perd du temps de jeu, ben, il veut savoir pourquoi. C'était extrêmement important. Puis, ce que tu disais m'amène, on parle de hockey, parlons un peu du Canadien, de Claude Julien cette année, qui a passé plusieurs messages via les médias contre les arbitres. Puis à chaque fois, ça me fait capoter parce que c'est totalement inutile, premièrement. C'est déjà arrivé qu'un entraîneur chiale après un arbitre puis que l'arbitre dise « OK, t'as raison, on va enlever la pénalité. » On va faire attention la prochaine fois. Ça arrive jamais. Puis en fait, ce qu'il lance comme message à ses athlètes, c'est pas de votre faute si on a perdu. Il met l'accent sur une facette que les joueurs n'ont pas de contrôle, tandis qu'ils devraient plutôt se concentrer sur comment les joueurs réagissent quand il y a des mauvaises pénalités comme ça. Parce qu'il y a peut-être raison que cette année, il y a eu des matchs beaucoup douteux, que les arbitres ils ont donné des pénalités vraiment douteuses, mais à partir de là, qu'est-ce que tu fais?
Premièrement, travaille ton infériorité numérique, travaille comment tes joueurs réagissent à ça aussi. Ouais. Puis au lieu de leur dire, de leur lancer comme message que c'est pas de votre faute, puis Ouais. ça améliore pas la Ouais, situation. surtout, là. comme tu dis, de mettre l'accent sur des choses qu'on contrôle pas. Ouais. Exact. C'est pas constructif. Là. Ouais. Ouais. Tu penses de quoi de ces autres sorties médiatiques qui disaient que moi, je peux pas mettre les patins à la place des joueurs? C'est-tu une bonne approche à faire en tant qu'entraîneur dans C'était Ligue nationale? dans quel contexte, je me souviens? Je pense que ça fait... Steve nous le dirait, là, Steve? Oui. En tout cas, il me semble qu'il a fait ça une sortie là, médiatique qui disait... Ouais, bien, ça a été critiqué beaucoup d'ailleurs. Ouais, il justement, dit, moi, là, les joueurs, là, je pense que ça prend une game, puis t'es un peu irritable, veux pas avec tout ce qui se passe là, chez les Canadiens. Il disait, là, moi, je peux pas aller jouer à leur place. Hein. C'est eux autres qui ont les patins, j'ai bien beau lui donner des outils, mais... Ben, je vois pas nécessairement de problème, dépendamment. Peut-être de le faire devant les médias, c'est pas tout le temps la meilleure façon. Après ça, surtout à Montréal. peut-être en parler devant tes joueurs. Si tu le fais devant les médias, au moins, après, explique à tes joueurs ce que tu voulais dire, puis qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent différemment. Mais c'est pas si pire. C'est un commentaire qui pour se déresponsabiliser. Là. Ouais, c'est ça Tout aussi. simplement, c'était comme pour éviter le blâme. Dire, ce qu'il faut faire attention aussi avec les sports, c'est qu'on connaît juste une infime partie de ce qui se passe dans le vestiaire. Fait, pourquoi il a dit ça? Il y a peut-être que ça fait des semaines et des semaines qu'il essaie d'appliquer un système de jeu puis que les joueurs ne l'appliquent pas. Fait que là, il vient qu'il ne sait plus quoi faire là, non plus. Il sait qu'il est sur le bord de la porte. Aussi. Là, il a été rassuré. Là, il va débuter l'année prochaine à Montréal. Ouais, c'est ça qu'ils ont dit. Bergevin qui a confirmé ça. Ouais. Débuter, ça veut-tu dire qu'il va être là pour le premier match? À suivre. Puis, autre la visualisation, je sais pas pourquoi j'ai de la misère avec ce mot-là aujourd'hui, là, mais y a-tu d'autres techniques comme on a commencé un peu le podcast avec ça, y a-tu d'autres trucs que tu aimerais ça parler pour qui est important là, que les auditeurs pourraient bénéficier pour leur sport ou bien on a parlé un peu de concentration. Il y a des types de concentration. Il y a concentration, en fait, plutôt des types de focus. Donc, comment que tu vas... un peu comme une caméra, en fait. Là. Tu peux avoir un focus très restreint, que tout autour est flou. Puis tu peux avoir un focus très ouvert, que tu détectes vraiment tout ce qui se passe autour. Des sports d'équipe, tu as souvent besoin d'avoir un focus assez large, que tu vas détecter tes coéquipiers et aussi les adversaires qui viennent te rentrer dedans. Fait que ça, c'est de quoi qui se travaille le focus interne, externe? Interne, externe, ça, c'est focusser sur tes pensées, tes émotions versus l'extérieur, l'environnement. C'est large ou étroit, je pense. Large, étroit, interne, externe, Puis tu as interne, externe aussi, qui sont ensemble, ça fait comme un carré avec quatre façons de diriger ton focus. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ça s'entraîne comme tu entraînerais une compétence physique ou une compétence technique. Là. Commence dans un environnement tranquille à le pratiquer. Tu peux le pratiquer chez vous en fixant un point bien précis, comme en ce moment, je fixe la caméra puis j'essaie vraiment de plus rien voir de ce qui se passe autour. Dans certains sports comme billard, le golf, quand tu fais un lancer franc au basket, c'est un moment où tout le monde te regarde puis que on sait que les joueurs de basketball sont capables de faire des lancers francs. Ils en font à l'année. C'est dans une situation optimale. En plus, tu es tout seul, tu es devant. Sauf que là, tu as le stress qui ajoute à ça. Fait que c'est ça, d'avoir un focus très restreint où on parlait de flow tantôt, là, où tu vas plus entendre. Tu n'entends plus rien de ce qui se passe autour de toi. Tout ce que. Toutes les distraction? Tous les aspects inutiles de l'environnement sont ignorés, puis tu te concentres vraiment sur la seule chose que tu as besoin. Fait que... je sais plus où je m'en allais avec ça, mais tout ça pour dire que... On parlait des différents types de concentration, tu sais que ça se pratique, le focus, fait que comment ça peut s'entraîner d'être capable de garder ton attention sur ce qui est essentiel, puis d'inhiber les tu commences dans un environnement vraiment calme, ensuite tu continues dans un environnement calme, mais tu essaies d'augmenter le temps que tu es capable de le faire. Parce que c'est de quoi qui a l'air quand même assez simple, mais c'est quand même complexe. Oui, c'est sûr, c'est complexe. D'essayer d'ignorer tout ce que tu as autour.
ça devient assez dur. Puis de passer aussi d'un type à l'autre, Ouais. ça aussi, tu le pratiques, là, de passer... Être plus large. Hein. exact, de voir tout ce qui se passe autour. Puis là, un moment donné, tu es dans une situation où il faut que tu vois juste ce qui se passe devant toi. Ça aussi, de faire la transition entre les deux, là, fait que, C'est sûr, comme exemple au basket, là, exemple que faut que tu passes d'un focus assez large quand tu es en situation de jeu, il faut que tu vois les passes que tu as à faire avec tes coéquipiers, puis après ça, hop, il y a un autre joueur qui prend une faute sur toi, fait que là, il faut que tu fasses 3 lancers francs, ben là, c'est comme, faut que tu fasses exact. le switch. Au hockey, switch quand rapidement. t'arrives en zone, il faut que tu vois tes coéquipiers sont où. Finalement, mettons, tu fais pas une passe, puis Tu tu décides lances, d'aller là, au moment de lancer, il faut que tu vises un trou qui est des Ouais. fois pas tellement gros. Puis au hockey, le gardien, il faut généralement qu'il y ait un focus assez restreint, mais en même temps, s'il y a un joueur qui s'en vient, puis il y en a un autre là, qui faut est qu'il switch. disponible pour une passe, il faut quand même qu'il le voie. Ouais. C'est quand même assez... le gardien au hockey, il est vraiment... c'est lui qui... C'est polyvalent dans ses jeux. C'est lui qu'il faut qu'il ait le meilleur mindset. Là. Ok. Je sais qu'on a tendance à chialer rapidement envers les gardiens à Montréal, là, mais c'est pas mal... Price hier. Comment? Troisième but de Price hier soir. J'ai pas écouté le match hier. C'est exactement ça. J'ai déjà décroché, moi, cette année. Il y là. avait le porteur de la rondelle, puis il y avait Kucherov de l'autre bord, il n'a pas regardé Kucherov met Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'est pas facile pour les gardiens, par exemple. Ouais. Quand l'équipe devant toi non, joue c'est du croche, là. Ben, c'est aussi de voir, c'est facile pour nous autres quand on a toute la vue d'ensemble de dire, hey, il a pas vu ce qui se passe, mais quand tu es au niveau de la glace, des fois, c'est pas Ouais. Ça arrive c'est tellement pas la vite. même vision, là, Ouais. tu sais, Ouais. la vitesse que ça arrive. Là, Ouais. c'est ça. À la TV, tu sais, le jeu, il y a de l'air quasiment au ralenti. Tu sais, Ah ouais, mais c'est quand ça. tu arrives pour vrai, là, moi, toutes les fois que je suis allé voir des vrais games, là, C'est tellement vite, j'étais ça n'a pas comme, de bon sens. tabarouette, ok. C'est incroyable comment il peut Ça n'a pas de Ça, bon ça se sens. passe vite. arrêter une puck rapidement, des fois. Là. Ouais. C'est comme Ah non, réflexe c'est fou. parfait. Là. C'est fou. Ouais. Puis, tu sais, même moi, dans mes ligues de garage, des fois, je fais des lancers, puis le goaler l'arrête, là. Puis je dis, tabarnak, j'étais quick, tu sais, c'est un goaler de ligue de garage. Mhm. Fait que j'imagine pas next Ah ouais. level comme dans NHL, tu sais. Ouais. Fait que oui, il y a la concentration des techniques comme ça. Sinon, discours interne très important. Là. C'est la première chose à savoir sur le discours interne, ben, c'est premièrement de prendre conscience du discours interne parce que souvent les athlètes vont même pas être conscients de toutes les pensées qui leur passent par la tête durant une compétition ou en pratique. Là. Fait que tu sais, la première étape, moi, ce que je recommande, c'est vraiment d'avoir un petit journal d'athlète puis noter tout ce qui te passe par la tête durant une pratique. Là. Je sais que des fois, c'est pas possible de le faire durant, mais le plus tôt possible après. Puis à partir de là, c'est du matériel sur lequel travailler, dans le fond. Là. Ouais. C'est quoi tes pensées? T'as-tu juste des pensées négatives ou t'as-tu des pensées aussi qui sont des croyances qui sont pas nécessairement basées sur des faits? À partir de là, on peut essayer de briser ces croyances-là ou de voir pourquoi tu as cette croyance-là, puis travailler là-dessus. Là. Ah ouais. Ouais, fait que... Le discours interne, c'est tellement important. Puis par rapport à l'entraînement puis la performance sportive, mais tout Ouais. le monde, là, c'est comme... Ce que je dis des fois, c'est que, tu sais, imagine que, ça, vous l'avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux, mais tu sais, des fois, comme on fait une erreur dans un sport, puis là, on focus juste sur la mauvaise passe qu'on a faite ou bien la petite erreur, mais tu sais, le reste de ta game, ça va super bien. Là. Ouais, tu restes... Tu restes stické là-dessus. Tu sais, c'est comme si, exemple, là, la phrase, là, le ben quétaine, c'est comme si tu as comme 300 000 dans ton compte, puis tu as une transaction qui te vole 10 piastres. Tu vas-tu focusser sur le 10 piastres ou bien c'est comme le 299 000 qui te reste? Tu sais? C'est un peu la même affaire. Là. C'est comme. Perspective, mais en psychologie cognitive, ils appellent ça le tout ou rien. Ouais, c'est ça. Il y a une erreur ou une petite chose négative, puis ça devient tout. Ça va prendre la place, c'est ça, exact. Tout est négatif, finalement. C'est comme si tu fais jamais rien de bon. C'est ça. C'est automatiquement. Déjà, si tu en prends conscience, ça va avoir un effet en tant que tel, parce que à partir de là, tu fais « Oh, OK, là, je me suis dit j'allais peut-être échouer. OK. Là, tu essaies de travailler là-dessus. Puis si ça revient, ben c'est un peu le stop and go. Là. Ouais. Prendre conscience, stop, refocus, peut-être une petite affirmation. Je vais réussir, là tu repars, tu te refocuses. Puis si tu as besoin de faire ça 10 fois, ben, tu le fais 10 fois. Si tu as besoin de le faire 15 fois, tu le fais 15 fois. Ça puis devient un automatisme. Tu vas le croire, là, un moment donné. Là, Exact. c'est... Ouais. Ouais. Fait que le discours interne. conditionnement. Ouais, exact, c'est ça. voilà. C'est ça. Ouais. Puis, puis si tu nous parles de l'état de flow, là, c'est comme... Ouais. C'est-tu vraiment prouvé? C'est-tu...
C'est pas mon domaine où ce que j'ai le plus de connaissances, mais je sais qu'il y a des études là-dessus. Je sais que, d'après ce que je me rappelle, oui. Là, il me semble qu'il y avait des études qui démontraient qu'effectivement, c'était de quoi de réel. Là. Ouais. Mais je sais pas exactement. Je pourrais pas te dire. C'est pas, OK. Mais l'état de flow, dans le fond, c'est ça, rapidement, c'est un état un état optimal, où ce que toutes tes compétences vont être mises à leur pleine capacité, puis tout ce qui est non nécessaire va être mis de côté. Là. L'état de c'est flow comme peut être... t'as pas besoin de penser. Puis, Exact. Puis, ce que je peux dire là-dessus, c'est que c'est un état qui est à peu près 10 à 20 % du temps chez les athlètes. Fait que c'est pas de quoi que, réalistement, tu peux pas te dire à chaque compétition, je vais être dans l'état de flow, parce que tu seras pas nécessairement. Fait et c'est pas tout le temps d'être dans l'état de flow, et c'est plutôt d'être capable de dealer avec l'adversité ou d'être capable de dealer avec des mauvaises conditions. Mais effectivement, l'état de flow, c'est un état optimal. Là, fait que c'est normal un peu de viser ça. Là, mais, OK. Parce que je lisais quelque chose à un moment donné là-dessus qui disait que, là encore là, je lance des... Je me rappelle plus de la source de où est-ce que j'ai vu ça. Là. Mais ce qu'il disait, c'était que c'est un auteur dans un livre quelconque là, qui disait qu'on vient en état un genre d'état de flow, mais plusieurs fois par jour. Puis ça, c'est haute. À part dans les sports, tu sais, des fois. Ouais. Puis là, lui, il faisait comme l'analogie avec les réseaux sociaux, puis tu sais, les distractions qu'on a, c'est qu'on est de moins en moins dans cet état-là. J'ai entendu ça aussi, Parce qu'on est tout le temps, exemple, hop, on n'a rien à faire, ben là, on check notre cell, puis là, ben, on check notre téléphone, puis là, ben, on n'est plus vraiment connecté avec nous autres mêmes. Mais tu sais, il disait, l'état de flow, ben, être comme in the zone, c'est vraiment... Tu vas prendre quelqu'un qui va faire... qui bûche son bois avant l'hiver, puis là, il passe la journée juste à faire les tâches, puis comme exécuter tout ça, sans penser à rien. Il dit, cette personne-là est dans l'état de flow. Ouais, mais ça me fait penser aussi au... je sais pas si vous connaissez le livre Deep Work de Cal Newport, qui est du travail en profondeur, dans le fond. Ouais. En gros, c'est du flow, là. C'est comment que tu peux vraiment entrer dans un travail à long terme puis réduire les distractions. C'est vraiment un livre là-dessus. Il donne des techniques, mais il explique aussi comment... c'est quoi le travail en profondeur. Ouais. Mais c'est ça, il parle beaucoup des courriels, des cellulaires, tout ça. Puis, mettre ça à off. Puis, mais il y a plusieurs façons de le faire. Là. Je sais qu'il y a une façon extrême de couper ça complètement, mais c'est pas réaliste non plus pour la plupart des gens comme nous qui ont des réseaux sociaux à gérer quand même. Là. Mais il y a des... detox de 30 jours de réseaux sociaux, là, des affaires de même. Puis ça, juste ça, je pense que ça a vraiment un gros impact. Là. Mais moi, des fois, je le fais 3 heures, puis je vois que ma concentration est plus c'est meilleure. C'est ça, je suis totalement d'accord avec toi. Quand on parlait, hors d'onde tantôt, je te parlais de Revenu Canada, la job que je fais, puis il y a beaucoup de processus d'optimisation au gouvernement qui essaie d'implanter pour que les gens puissent être productifs puis efficaces dans leur travail. Puis il disait... Quand tu te fais déranger par quelqu'un qui vient pour une question ou un commentaire, ça peut prendre jusqu'à des fois près de 20 minutes avant que tu retrouves ta concentration. Il dit ça dans le livre que je vous parle aussi. Que, des fois, tu n'as même pas le temps de rentrer dedans que tu retournes à une autre distraction. Tu n'es jamais dans ton travail en profondeur de la journée, dans le fond. C'est fou. Hein, ça, mettons, on entend tout le temps parler des détox alimentaires puis détox de jus vert. Peu importe, mais je pense que de plus en plus, la détox la plus importante à faire, ça va être justement des détox de cellulaires, de réseaux sociaux. Puis, on entend parler de plus en plus aussi. Je pense que ça va devenir de plus en plus. Puis moi-même, je vois une différence là, quand, avant de rencontrer un client, si j'ai été sur mon cellulaire ou bien que j'ai répondu à des emails un peu avant, comme je vais être vraiment moins présent. Moins présent. Puis si, exemple, j'ai 4 clients back-to-back, puis j'ai aucunement le temps de prendre mon sel, puis là, c'est après ça, hop, un petit 5 minutes pour aller aux toilettes, bang, un autre arrive, là, les 4, ça a tellement bel été, on dirait que ça a passé comme dans de l'eau, puis j'étais comme tout le temps focus avec eux autres, là. C'est un peu ça aussi du flow, je pense. Oui, c'est ça. Tu le retrouves aussi au travail, là. Ouais. Exact. Tu sais, même affaire avec l'entraînement, des fois,
Parce que moi, j'ai comme une application mobile pour mes trainings. Fait que OK. je suis tout mon entraînement via mon cell. Fait que là, j'essaie toujours le plus possible de me mettre en mode avion puis de faire abstraction des messages puis des emails. Ouais. Puis, tu sais, je suis pas mieux que tout le monde. Là. Des fois, je suis en train de m'entraîner. Hop, j'ai 2 minutes de break. Puis là, bang, un email qui pop. Là, je vais faire, OK, je le lis. Puis là, bang, ça en a fait par rapport à la job. Ben, par rapport à un client qui me pose une question. Mais là, je sors complètement de mon flow. Puis... Ça, après, tu repenses pendant un certain temps là, soit à ce que tu as répondu ou à ce que tu as lu dans le email. Ah ouais, c'est ça, ça reste. Ça. Tu fais ta série peut-être, mais tu es en train comme de... Ouais. T'es pas présent. Non, t'es pas présent. Puis, tu sais, mes meilleurs trainings, souvent, c'est que quand je remplis mes stats, mais soit que je m'entraîne avec quelqu'un, soit que je prends pas le temps d'aller voir mes messages, quoi que ce soit, là, je fais juste... Ça va tellement bien dans ce temps-là. Ouais. Fait Totalement. On parlait des réseaux sociaux comme... Ouais, pendant comme ce que je distraction. m'entraîne, quand tu t'entraînes, juste le fait d'aller voir tes messages, ben, tes Ça trucs... te fait sortir de la zone. Ouais. Mhm. Ben, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui s'entraînent, mettons, ou le fait de l'activité avec de la musique, des fois aussi, ça peut... Ouais. Ben, en tout cas, moi, ça m'aide Ouais. à focusser Ouais. vraiment, Moi aussi, oui. à Ouais. inhiber les distractions davantage. Ouais. Ouais. Des fois, même s'il n'y a pas de bruit dans l'environnement, on dirait que de refermer quand même, moi, ça m'aide. Même s'il n'y a aucun son, aucune distraction dans l'environnement, d'avoir de la musique quand même, ça vient me... T'es probablement un peu comme moi, les gens auditifs, c'est quand tu stimules ce sens-là, ben, ça aide à être plus focusé comme les gens visuels qui vont dessiner, Ouais. mettons. D'ailleurs, ça vont me fait être capables penser, la musique en tant que distraction, en tant que méthode pour optimiser le mental est vraiment d'utile, premièrement, mais de prouver aussi. Là. J'avais fait un petit travail sur les effets de la musique dans le sport et l'activité physique. Il n'y a pas beaucoup de recherches pour Non, l'instant. c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de recherches. J'avais là-dessus. vraiment fait le tour de toutes les recherches, puis tu sais, c'était le début là, quand même. Là. Mais il y a une étude intéressante que c'était la musique comme distraction. Je pense justement c'était un lancer franc ou de quoi de même, une tâche vraiment sportive, que il mettait de la pression, il mettait soit de quoi à gagner, mettons, une compétition entre les individus, ou encore un public qui est en train de regarder. Puis il n'y avait pas de musique dans les oreilles, mais il faisait écouter de la musique avant. Puis quand venait le temps de faire son lancer franc, je pense qu'il disait de chante les paroles dans ta tête. Là. Okay. Ça le distrayait vraiment de l'environnement extérieur. Puis là, il avait montré que les performances étaient meilleures pour ceux qui avaient cette distraction-là versus ceux qui n'avaient pas de distraction, que la pression vraiment avait un effet nuisible sur leur performance, les autres. Là. Fait que, OK. C'est spécial quand même. C'est fou, Ouais. hein? Ah, mais c'est peut-être aussi que moi, j'hypothétise, mais tu sais, si tu chantes des paroles, tu t'occupes ton registre verbal, fait que tu sais, ton discours interne négatif peut pas avoir lieu non On plus. peut pas faire surface. Fait que, Fait que, tu sais, Ouais. c'est une belle diversion. ouais, c'est ça. Tu peux pas te dire je suis pas bon pendant que tu es en train de chanter Macarena dans ta tête. Exact. C'est ça. Ça bloque autant les distractions extérieures qu'intérieures, là, les pensées. je sais pas s'il y a des études. Moi, j'aimerais vraiment ça, là, qu'il y ait une étude qui montre plus spécifique à l'entraînement, ben, comme faire des tâches de force ou ben, avant une épreuve de soulever. Exemple qu'une tune ou ben, une chanson qui va vraiment te stimuler. À quel point ça va comme... J'en avais lu aussi. J'en ai déjà là-dessus. vu, là, tu sais. Activé? Ouais, tu sais, j'ai comme vu jusqu'à 10 à 20% selon mes... Augmenter la force ou bien... La force. La force. Tu sais, exemple, là, moi, avant j'ai des séries de deux reps, une rep à faire avant un squat. Mais c'est sûr que si avant, je me mets une musique qui me stimule au bout, à quel point je vais comme avoir une augmentation de force, ben, de puissance dans mon mouvement. Si t'écoutes du Pantera versus les Oui, saisons ben, de Vivaldi. Là. Ouais, ou bien tout simplement, moi, le La hip-hop, force. ça me stimule autant qu'une Ouais. tune Ça dépend du monde. de Metallica, genre. Mais c'est ça dépend. La force, je suis pas sûr qu'il y ait des études, mais au niveau de l'endurance, il me semble qu'il y avait de Ouais. quoi, parce que la musique faisait une distraction. Parce que quand tu fais un exercice physique à long terme, ben, tu penses à la douleur, soit que tu as mal Ouais. aux jambes, ou soit que tu penses à ta fatigue. Là, tu embarques la musique là-dedans, puis après un certain temps, ceux qui ont de la musique, ben,
les effets nuisibles de l'activité à long terme ne vont pas embarquer parce qu'ils vont avoir une distraction vraiment. OK. Ils vont pas penser à la douleur ou bien au fait qu'ils sont fatigués. Là. Ouais. OK. Au niveau de la force, il me semble que j'ai rien vu là-dessus. Ouais, mais c'est pas, j'ai jamais. Je serais curieux éventuellement là, de voir, mettons. Sûrement qu'il y a un groupe de chercheurs à un moment donné qui vont comme. Ben, il me semble qu'il y avait des études, mais il me semble que c'était pas. C'était rien de extrêmement- concluant. Là, Ouais. OK. il me semble. OK. Ouais, parce que moi, je peux te dire aussi, j'avais testé dans le cours de psychophysiologie et kinésiologie Avec Tommy. avec Tommy Chevrette. La réponse, on avait différents marqueurs du stress, là, donc Ouais. contraction musculaire, la réponse galvanique, là, donc Ouais. au niveau de la conduction cutanée, fréquence cardiaque, après ça, je me rappelle plus des autres, mais en faisant une tâche, puis là, tu sais, à un certain point, ben, on faisait faire une tâche sans son, puis là, à un moment donné, je mettais une espèce de musique genre de boss de Metroid, là, tu sais, ou de quoi qui était Ouais. pour voir si ça allait faire stresser la personne, tu sais, puis la distraire dans ses tâches, puis tout ça, puis au niveau des marqueurs physiologiques, là, tu sais, il n'y avait pas de différence significative là, OK. de ce côté-là. Mais OK. encore là, l'échantillon, il était Il est très mince. Ouais. petit. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de participants. Puis, Ouais. tu sais, De plus en plus, je pense que ça va le être- design n'était peut-être pas optimal. Là, tu sais, pour Ouais, aller c'est ça. chercher, Je sais aussi qu'il y a des effets au niveau de la musique sur la musique synchronisée versus non synchronisée, dans le sens que si tu cours avec une musique qui a le même BPM que tu essaies de courir dans ton rythme, tu vas être capable de maintenir ce rythme-là plus longtemps que si tu as de la musique qui n'est pas synchro avec le rythme que tu essaies de moi, suivre. ça, je peux t'en parler à toutes les fois que je Ah ouais? fais du jogging, puis Ouais. que Le- puis que ça flamme. Moi, je suis musicien en plus. Là, Ouais. fait que quand ça flamme Suis ou que le tu sais, beat, ça puis, décale, là, oh mon Dieu. Ah ouais. C'est, Fait que si tu veux courir plus vite, tu mets un BPM plus vite, puis Essaye, ça va ou t'aider. essayer d'essayer Ouais. de trouver une figure de. Tu sais, si ça arrive sur une figure de rythmique, tu sais, Ouais. qui fit, Mhm. tu sais, fait que c'est-à-dire, si, mettons que t'as un tempo qui est là, puis que là, si ton pas, il va chercher Ouais. il va chercher des subdivisions, tu sais, qui pourraient correspondre à, tu sais, d'autres triple croches, tout ça, tu sais, c'est pas Ouais. si pire. Mais quand t'as vraiment comme juste un tempo qui décale tout le temps, là, Mhm. oh Ouais. mon Dieu, c'est une torture Tout ça te fait- mentale. Ah ouais. Ça te Ah fait ouais. grincher les dents. Ben oui, ou tout comme quand toi tu cours avec ta musique, ton beat, t'es synchro, mais l'autre sur le tapis à côté, tu l'entends flammer à. Ouais, c'est ça. décale tout le temps. Là. Ouais. Ah, en tout cas, moi je trouve ça vraiment difficile. Ouais. Mais les La BPM, réalité des difficiles. c'est ça. Mais les BPM, c'est vraiment comme étudié beaucoup, par exemple. Là. Ouais, ouais. Comme que ce soit par rapport. Ben, tu sais, les DJ aussi ça servent beaucoup de ça là, dans les shows de musique. Comme, Pour manipuler les crowds. Hey, Ouais, c'est fou. Je m'excuse si tu parles de ça. Ouais. Ça me rappelle une soirée parce qu'on est allé au Ballroom à Montréal, puis il y avait un DJ spécial qui était venu d'Allemagne. Ouais. On est arrivé là ce soir-là, puis on savait pas, c'était comme pur hasard. Puis quand on est embarqué sur la piste de danse, là, Ouais. je pense 3 heures sans arrêt, Ouais. sans aller chercher de drink, sans aller aux toilettes. Ouais. Tout le monde, ça suivait. Là, Ah ouais, il je sais. manipulait la vibe. Là, Ouais. c'est comme. Ben, on dirait une, Oh, ouais, c'est fou. une transe où tu sais, Ouais. tu sors vraiment de ton corps. Ah ouais, puis les- t'es là, puis c'est un moment dans le temps, puis là, après ça, tu sais, Ouais. tu reviens à la réalité. Je sais pas si t'as déjà vu le film là de. C'est un film sur les DJ, c'est comme un jeune DJ qui veut devenir populaire tout ça, puis c'est un peu des histoires vraies là, mais justement il disait comme les DJ ils visent un BPM exact, puis aussitôt que il sent que le crowd justement il est rendu dans telle zone de BPM là, ils peuvent les avoir comme justement dans ton cas pendant 3 heures, 4 heures, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec eux autres. Maintient ça. Il maintient ça, puis tu sais, puis il va faire des fluctuations dans les Les intensités. les intensités, puis le monde suit tout le temps. Ouais, Fait que c'est fou, là. En tout cas. Puis là, Crime, ça, on parle d'autres choses. Tout un podcast, là, justement. Ouais, ouais. Fait que, Absolument. Plein potentiel. Ouais. Ouais. Podcast que je vais présenter le 21 mars prochain au Festipod à Montréal. Premier festival de podcast québécois. OK. Fait que ça va être très cool. Il y a d'autres podcasts assez connus, là. Quelques-uns que je connaissais, là. Thomas Levac, Denis Ouais. Talbot qui va être là aussi.
J'ai hâte de voir ça. C'est le Grand Talbot, ça? Ouais. Ah ouais? Monsieur Net, c'est ça? Monsieur Net aussi, Net, ouais. Ouais. Ah Ok. ouais, c'est cool, ça. Puis là, tu sais, t'as quand même eu du monde assez intéressant sur ton podcast. Là. Crime, t'as eu. Je suis surpris des fois des. Fais-nous donc un peu de name dropping. Là. Ouais, Jean-François Caron, Ben ouais. homme le plus fort au Canada depuis 9 ans, je pense. J'ai eu Sylvain Guimond, qu'on parlait tantôt, Ouais. docteur en psychologie sportive. Sinon, T'as j'ai eu, eu Laurence Vincent Lapointe, qui ouais. était ma première invitée du podcast. T'as eu Biz. Baz. Biz, ouais. De Locolocast. Ouais, j'ai eu Biz. Ouais. Ça a été assez dur à l'avoir, mais Ouais. j'ai travaillé fort pendant 2 mois, je pense. Il est sur aucun... il est juste sur Twitter. Ouais. Puis, Des fois, il fait des apparitions à RDS. Ouais, Tu sais, ouais. Assez rarement. TVA Sport aussi, il me TVA semble, je Sport. l'ai vu à TVA Sport Ok, récemment. ça doit être TVA Sport, peut-être. Là. Ouais. OK. Qui est rendu auteur, le Biz. Là, Ouais. Locolocast, c'est pas mal... Mhm. Ils font des shows un peu, mais c'est pas mal Ouais. vers la fin. Là. Puis sinon, j'ai eu José Kéry, qui est une ex-policière qui fait des conférences. Ouais, puis tes invités sont pas mal, tu sais, variés. Variés, aussi, ouais. là. C'est ça qui est cool. C'est ça, je pensais à ça justement en m'en venant ici. J'ai tout le temps de la misère à définir mon podcast en une chose parce que Tu touches un peu à n'importe quoi. ouais, ben l'idée derrière tout ça au départ, c'était comment aider les auditeurs à atteindre leur plein potentiel via des discussions sur préparation mentale, sur comment atteindre le succès ou la réussite d'une certaine façon, ou via des parcours inspirants. Fait que, en gros, je pense que c'est pas mal les trois côtés que je vais rejoindre. Fait que j'ai autant des athlètes, autant des musiciens, des entrepreneurs, que des monsieur, madame, tout le monde qui viennent partager un parcours inspirant. Là. Récemment, j'ai eu Antoine Gervais qui a eu un trouble alimentaire. Fait qu'on a parlé de son parcours là-dedans, comment il s'en est je l'ai sorti. vu passer un peu sur YouTube. Fait que c'est tout le temps le fun là, j'essaie tout le temps aussi dans mes questions d'avoir l'optique de la personne qui écoute, comment qu'elle pourrait utiliser ça pour s'aider. Tu sais, dans le cas d'un trouble alimentaire, ben, si tu as quelqu'un qui fait de l'anorexie, qui écoute ça, tu sais, j'essaie tout le temps de poser des questions qui vont peut-être... Qui peuvent leur donner des pistes de solutions. Des pistes de solutions, oui. Absolument. Puis, fait que c'est ça, c'est autant pour les athlètes que monsieur, madame, tout le monde qui a un projet puis qui veut se sentir inspiré. Là. Ouais, des objectifs. Puis, Ça fait combien de temps que tu as lancé ça exactement? ça fait 1 an. Et, ben, j'ai lancé ça 2019 au mois de janvier, là, en startant l'année. Fait que ça fait 1 an et 2 mois là, à peu près. Ok. Ouais. Ok. 31 épisodes de fête. Ouais, crime. Ouais. C'était Pour 2 semaines. une belle Vous autres, vidéo. vous faites ça à chaque semaine? Non? Ben là, on avait commencé aux 2 semaines, mais là, on veut en poster plus aux semaines, si possible. Là. Là, vous en faites des individuels aussi? Ouais, on a là, commencé ça aussi, plus audio audio. seulement, je pense. Ouais. Sans inviter. On C'est va ça. essayer tranquillement d'intégrer un petit peu plus de contenu aussi. Par rapport à travers tout ça, sur les ouais. saines habitudes de vie principalement. Bon plan, je pense. Puis. C'était une idée que j'avais aussi, moi. Au début, je voulais faire un individuel aux 2 semaines, puis l'autre semaine, ben, avec invité. Ouais. J'ai starté avec cette idée-là, mais finalement, ça pogne plus, je pense, avec un invité. C'est tout le temps plus dur d'aller rejoindre du monde quand Ouais. t'as pas une communauté qui partage, là, dans le fond. Ouais, ouais. Surtout que moi, je débute là-dedans. Fait que, tu sais, je pense éventuellement, je vais peut-être en faire plus tout seul, mais ce qui est bien tout seul, c'est que tu peux préparer un contenu. Tu te Pas sors des besoin de points. le filmer nécessairement, puis c'est un peu comme une émission là, Ouais, de c'est ça. radio. Ouais, c'est ça. T'as un contenu dirigé, puis tu sais, Absolument. t'en viens au fait. On va dire ça comme ça. Tu peux faire des recherches aussi, tu peux pousser un peu plus sur un sujet. Là, fait que, approfondir. c'est intéressant. Ouais. Oui. Puis comment tu vois ça, l'avenir du podcasting au Québec? Ça devient de plus en plus. Ben, ça va saturer, là, je pense, à un moment donné. Il me semble qu'à chaque semaine, il y en a un qui apparaît. Là. Fait Oh, que, ouais, c'est ça. Puis c'est dur de faire la compétition à Sans Fil Podcast et Mike Ward et compagnie. là. Ouais. Tu sais, qui startent ça en étant vraiment déjà très connus. Fait que là, eux, ils reçoivent tout le temps des invités très connus aussi. là. Ouais. Fait que, Ça, c'est comme les kingpins du podcast. Mais... ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est comme nous autres, on le voit un peu, genre, ça nous fait de quoi, un projet sur le. Ben, c'est cool à faire aussi. Puis, à un moment donné, Bon, on joint du monde aussi. on joint du monde, on essaie là. d'aller chercher un autre type de clientèle. Puis Ouais. moi, j'essaie de faire des vidéos, des petits extraits tout le temps
1 à 2 minutes Tu que je mets repartages. sur Facebook avec des sous-titres. Ouais. C'est juste un petit punch, là, un petit extrait motivant. Ouais. Puis j'ai eu des commentaires positifs là-dessus. Je vois tes extraits de temps en temps, puis donne ça le me goût, motive. là. Des fois, ça me donne le goût d'aller au gym puis de faire Ouais. de quoi de ma journée. Là. Ah, Ça, c'est tout le temps le fun. Puis récemment, j'ai ajouté un extrait long aussi que je sors 2 jours avant le podcast. OK. Un peu pour donner le goût de revenir 2 jours plus tard puis écouter le podcast au complet. Ouais. Là. Fait que, en même temps, j'essaie de développer un peu la chaîne YouTube. Puis si tu publies pas régulièrement, ça se développe pas tellement. Fait que, Ouais, c'est ça, c'est tellement. Puis c'est dur de capitaliser et d'amener le monde, tu sais, comme nous autres on disait, tu mets un extrait vidéo sur Facebook, tout ça, puis ça passe, puis tu sais, les views ils montent, mais tu sais, les gens qui écoutent le podcast au complet réellement, il y en a du temps que ça, tu sais, parce qu'à cause des vidéos qui décollent automatiques, à ce Ouais. temps-là, t'as pas une 3 vision secondes réelle est de ce qui se considéré passe. comme une écoute sur Facebook. Ouais, c'est ça. Fait Sur que- YouTube, c'est un peu plus. Je me souviens Ouais. pas c'est quoi, mais... C'est ça. C'est le monde qui prenne le temps d'aller sur une autre plateforme pour écouter ton contenu, ben c'est du monde qui veulent vraiment comme. Ouais. C'est comme j'ai tout le temps dit avec Simon, 100 views, ben 150 views sur YouTube valent pas mal plus que 3-4 000 sur Facebook. là. Ben, puis moi, je me rends compte aussi que l'invité peu connu, des fois, vaut beaucoup plus que l'invité connu qui va même pas prendre la peine de partager ton podcast parce qu'il se dit que personne va le voir. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, je reçois un invité qui va le partager 4, 5, 6 fois, puis tu sais, Ouais. même s'il y a une communauté beaucoup moins grande que celui qui a 10 000 personnes sur Facebook, je pense que ça vaut Quand même plus eu parce de que... reach. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais. Ouais. Mais par exemple, shout-out à Max Truman de Dans les coulisses qui, lui, m'avait fait un article Ah ouais. proprement parlé sur le site Dans les coulisses. OK. Seul podcast que sur YouTube, j'ai 3000 quelques views. Là, parce Oh, que, OK, ouais. en plus de ça, il a laissé la vidéo sur la page d'accueil de dansleschoulisses.com Ah, pendant ouais. plusieurs mois. OK, c'est hot, ça. Chaque jour, j'avais des écoutes. Puis, non, vraiment cool, le gars. Là. Ah oui, c'est Il cool. essaie tout le temps de valoriser les personnes un peu moins connues ou Ouais. tu sais, de mettre de l'avant. Je sais que c'est chroniqueur aussi. Tu sais, il y en a un qui a 17 ans que j'ai reçu sur le podcast, Kevin Vallée, qui écrit pour Dans les coulisses depuis qu'il a 14-15 ans, je pense. Ah, là. ouais. Fait que, tu sais, il essaie de faire confiance à de la jeune renommée, là, ça Ouais. on pourrait dire. Là, ouais. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Puis après ça, autres les podcasts que tu vas filmer, enregistrer, le reste, ta job, c'est comme recevoir tes clients via... Ben là, j'ai un projet de conférence que je suis en train de développer. J'ai commencé à faire de l'escalade il y a environ 1 an et demi, puis j'avais le goût de mixer les deux passions. Fait que Ok. je suis en train de développer une conférence axée sur les aspects mentaux essentiels à l'escalade. Fait que, tu sais, j'ai vraiment l'expérience sportive plus l'expérience mentale. Fait que là, j'essaie de voir... en fait, c'est pas mal monté, mais je suis pas encore sûr exactement qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce que je vais couper. Mhm. J'ai déjà contacté des centres d'escalade au Québec. Certains m'ont répondu. Fait que ça, c'est en développement, là. Une conférence c'est hot. là-dessus d'1h15, 1h30. Puis je vais commencer avec ça dans les centres d'escalade, mais Tu vas-tu venir au bêta à Chicoutimi? je leur ai écrit, j'ai eu une réponse. Reste à voir si... Si ça va cliquer ou pas. c'est ça, ils se sont informés un peu des tarifs et tout ça. Fait que reste à voir, ils avaient l'air intéressés. Fait que, Ah, ce serait le fun. nice. Ce serait Ah le oui, fun. c'est sûr. Ouais. C'est un créneau qui n'est pas tant exploité non plus, là, j'imagine. Non, vraiment pas. Puis l'escalade va faire son entrée aux Jeux olympiques cet été. Ah ouais? Fait que... Ok, je savais pas ça. Ouais. Ils ont comme... il va y avoir 3 types de disciplines. Parce que l'escalade, tu as l'escalade de voie, que tu es attaché. Tu as l'escalade de bloc, que tu n'es pas très haut, mais que c'est des mouvements très difficiles. Puis il y a la vitesse, que là, tu essaies de monter le plus rapidement On le possible. voit de là. plus en plus. Ça, c'est vraiment impressionnant. En genre pour 15 vrai. secondes. Là. Ben, moi, j'en ai vu une vidéo qui montait, puis après ça, il fallait qu'elle touche la cloche en haut, puis après Ouais. ça, ça pitchait d'une piscine. Là. Ouais. Et tabarnache, 10 secondes était en haut, je capotais. là. Ouais. Fait qu'il va y avoir les 3 disciplines. Il n'y aura pas le free climbing. non plus. Non. Non. Ce sera un peu Non, trop hardcore aux Jeux Olympiques. l'escalade, comment on appelle ça en français? En tout cas, pas attaché. Pas là. attaché. Là. Moi, je check des vidéos de ça des fois sur YouTube. Là. J'en parle, puis j'ai les mains moites. C'est fou, là. Ouais, mais un de ceux qui fait ça, Alex Honnold, qui est une machine qui réussit à le faire de façon sécuritaire, dans les limites de la Ouais. sécurité quand t'es pas attaché, là, dans le sens que lui, il l'a fait sur une voie que
El Capitan en Californie. Je sais pas si Ouais, c'était au Yosemite National Park, ouais. qui est un des Plus mythique, là, justement, mythique, par rapport à l'escalade. Ouais. Il l'a fait sur une voie qu'il maîtrisait puis qu'il a répété genre des dizaines de fois. Là. Ouais. Finalement, il l'a fait pas attaché, mais c'est quand même impressionnant. Ouais, El Capitan, c'est énorme. Là. T'as-tu déjà écouté le documentaire sur Netflix? J'ai écouté celui de Tommy Caldwell. Ok. Je me souviens plus du nom, mais pas lui, Free Solo, je l'ai pas écouté. Ouais, c'est ça? Ben, je n'avais écouté un, justement. Sur L'autre que j'ai écouté sont attachés. Là. Fait que Free Solo, c'est vraiment Alex Honnold, lui que je te parle. Ok, je sais pas si c'est encore disponible sur Netflix, mais lui que j'avais écouté dans le temps, ça fait peut-être 2 ans que j'ai écouté ça. C'était comme, il montrait l'histoire de l'escalade à partir du monde qui était attaché jusqu'à aujourd'hui, les époques de. Je pense que je l'ai commencé, celui-là. Ça vraiment hot. Plus historique un peu. Ouais, c'est ça. Vraiment comment que le sport s'est transformé. Ouais, puis là, il montrait les premiers à avoir escaladé le El Capitan, puis après ça, c'est vraiment cool. Ouais, puis ceux qui font ça, El Capitan, des fois, c'est en plusieurs jours. Fait qu'ils dorment sur la paroi, vraiment, là, sur le bord. Là. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est fou. Moi, dans le fond, je me dis, je fais pas grand-chose quand je monte du bloc à l'intérieur. Ouais. C'est full sécuritaire, t'as des matelas en dessous. Ouais. Mais même ça... faut commencer à quelque part. Le mindset, quand même, va être vraiment utile, là, même l'escalade de bloc. J'imagine pour être capable de toffer, là, moi, pour avoir essayé ça il y a 2 ans, là, le bloc pour la première fois. Là, les premières fois, c'est quelque chose. Tu fais 2 voies, mais après ça, des avant-bras en feu. Là. C'est ça, puis t'es quasiment plus capable de tenir. Là. C'est impressionnant, c'est fou. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça, je suis en train de développer ça, là, qui serait ma première conférence officielle. Tu sais, j'ai fait des présentations dans le cadre de ma thèse. Là. Je parlais tantôt à l'UQAC, présenter des résultats de recherche. Sinon, non, c'est ça. Je n'ai pas vraiment fait de conférence. Là. Je vais essayer de développer ça. En même temps, de rejoindre de potentiels clients. Là, il faut aller vers le monde un peu là, pour vendre un peu la psychologie sportive, parce que c'est encore méconnu. As-tu des idées de tirer un peu plus large, c'est-à-dire faire des genres d'outils que, mettons, un peu, ils pourraient être utiles un peu, monsieur, madame, tout le monde, là, comme, mettons, que ce soit des trames audio, des protocoles ou des choses que les gens pourraient acheter en ligne éventuellement? Peut-être. Pour l'instant, c'est pas de quoi que... C'est pas un projet en cours, mais définitivement, que ce soit des cours, des webinaires ou bien des visualisations que tu mettrais en format audio que les personnes pourraient utiliser, effectivement, c'est de quoi qui pourrait être... envisageable, mais le problème avec ça, c'est que c'est pas spécifique à la personne. Fait que c'est un peu difficile de faire, on appelle ça un script d'imagerie ou de visualisation qui va être utile pour plusieurs personnes. Là. Ce ne sera pas optimal, vraiment. Mais clairement, le web, le sky is the limit. Oui, carrément. Ouais, mais pas de projet là-dessus spécifiquement en ce moment. Là. OK. Sinon, toi, tu pratiques dans un bureau, à la maison, ou tu vas te déplacer selon... Je peux faire des rencontres par Skype, par Zoom. Sinon, j'ai un bureau que j'utilise aussi à Trois-Rivières. Okay. Je peux aussi me déplacer, dépendamment, là, à proximité de Trois-Rivières, je peux me déplacer au niveau individuel. Sinon, au niveau équipe, je pourrais me déplacer aussi plus loin. Okay. Donc, il y a un coach qui me dit j'aimerais ça que tu viennes une fois par semaine. On a un bureau pour toi, tu es disponible pour nos athlètes. Ça, je pourrais me déplacer plus loin, là, vraiment. OK. Nice. Fait que les gens d'Alma ou de Lac-Saint-Jean, s'ils veulent des rencontres, ben ça peut se faire via Scoop, via Zoom ou Skype. Ouais. Zoom, qui est pas mal une belle plateforme comparativement à Skype. Moi, j'aime bien ça. Je trouve qu'il y a moins de bugs. C'est plus simple, c'est navigateur web, dans le fond. Ouais, c'est ça. Zoom.com, t'arrives là, puis... t'arrives directement avec ton... C'est vrai que Skype a souvent des problèmes. Il y a des bugs, ça Zoom, ça bug jamais. Ouais. En tout cas, je trouve ça vraiment bien. Ouais, c'est vrai. Puis sinon, où est-ce que les gens peuvent te trouver, Francis? J'imagine tes réseaux sociaux. Facebook, Francis Lapointe, Psychologie de performance. Instagram, francislapointe.performance. Je me suis ouvert un site web récemment, francislapointe.ca. C'est pas mal ça. YouTube, ben oui. Podcast. YouTube, / plein potentiel. OK. Ouais, puis... J'ai utilisé le nom du podcast parce que je trouvais que ça regroupait pas mal tout ce que je fais. Fait que, des fois, j'ai mis des petites capsules aussi sur des sujets comme la concentration. Tantôt, on parlait des focus. Là. Il y a une petite capsule là-dessus.
Éventuellement, je vais peut-être faire plus de vidéos, mais ça demande du temps. Fait que, Ouais. à développer. C'est ça. Puis on peut écouter ton podcast sur toutes Pas les mal plateformes partout. audio aussi, là. Fait que Ouais. Spotify. Absolument. Apple, Spotify, Apple, Apple. Google. Je sais même pas s'il est sur d'autres parce qu'une fois que tu le mets sur le RSS, ça se retrouve sur Un peu n'importe où. un là. peu n'importe où. Fait que recherchez plein potentiel sur votre application de podcast, puis il risque d'être là, en fait. Là. Good. Cool. Ouais. Fait qu'on va tous vous mettre les liens, anyway, comme d'habitude. Ouais, on va en tous dessous mettre de les vidéo. liens, c'est ça. Good, ben Parfait. merci les gars, merci de Ouais, l'invitation. c'était vraiment Merci, cool. ouais. Ouais. C'est Vraiment un intéressant. beau tour d'horizon, puis on est fiers d'avoir des gens comme toi qui. Même qui si je suis viennent un ici, puis exilé. qui- Ah ouais, Ouais, mais- Non, mais c'est ça qui est cool. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime de cette portion-là du podcast, c'est de montrer aux gens que tu sais, tout est possible. Tu sais, puis, faut pas se limiter, puis il faut suivre ce qu'on a envie de faire, puis si ça nous amène ailleurs, ben C'est ça qui est ça. Exact. Totalement. Exact. c'est ça. Donc, merci, Francis. Merci à vous autres. Fait que merci encore à tous. Donc, c'est Simon Bernard Alexandre. et Francis Lapointe. All right. pour le podcast AGB. On se revoit très bientôt. Bye bye. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou invité, communiquez avec nous en commentaire ou par message privé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.